Dans ce deuxième volet, nous allons traiter du mouvement breton de 1918 à 1945, période déjà lointaine, mais pourtant très présente dans les mémoires. En Bretagne, les 3 décennies suivant la Grande Guerre vont générer une contestation plus active, portée par des gens, hommes ou femmes, souvent jeunes, mais qui ne générera guère d'intérêt, amenant certains dirigeants à se radicaliser pour tenter d'imposer leurs idées. Parallèlement, pendant cette période auront lieu des avancées culturelles importante. En 1923, les Seisbreurs, mouvement artistique qui veut moderniser l'art breton, se crée autour de Jeanne Malivelle et des époux Creston. En 1925, Ropars-Aymon lance la revue Goualarn et le mouvement littéraire du même nom. En 1933, Art Fals est créé par Yann Soyer, instituteur public qui veut apporter l'enseignement de la langue bretonne dans les écoles primaires. En 1934, Art Brezhoneg er Skol de Yann Fouéré pour soutenir l'enseignement de cette langue dans les écoles de Basse-Bretagne. En 1939, 500 communes et 3 conseils généraux ont adopté ce vœu. Et enfin, n'oublions pas la première fédération des cercles celtiques. Cette effervescence culturelle se retrouve également au niveau politique. En 1918, Maurice Marchal, Job de Roincé et Henri Prado fondent le groupe régionaliste breton. 2 années plus tard, après qu'ils aient fondé la revue Brezatau, Bretagne toujours, le groupe régionaliste breton se transforme en Unvagnes Yaouankies Breiz, l'union de la jeunesse bretonne. De nouveaux sympathisants arrivent, tels De Beauvais et Mandrel, dont nous aurons l'occasion de reparler plus loin. En 1927, au congrès de Rospordin, l'Union de la jeunesse bretonne devient Parti autonomiste breton, le PAB, et adopte comme emblème national le drapeau créé par Morvan Maurice Marchal. En 1928, au congrès de Châteaulin, la ligne fédéraliste est majoritaire. En 1930, le parti pensant avoir une bonne assise présente 2 candidats à des élections législatives partielles. Les résultats sont catastrophiques. En effet, Goulven Mazéas obtient 376 voix sur 20 000 à Guingamp et Ronan Harotte 81 voix sur 16 000 à Rennes. Il s'ensuit donc une situation de crise qui se dénoue au congrès de Rennes en 1931. Les fédéralistes restent majoritaires. Ils créent un nouveau journal, La Nation bretonne, et leur groupe s'appelle désormais la Ligue fédéraliste de Bretagne. Quant aux nationalistes, ils créent le PNB, Parti national breton, et au congrès de Landerneau en 1931, ils peuvent mesurer leurs effectifs, ils sont 25.
Ce qui caractérise cette période, c'est la tendance de plus en plus extrémiste, de plus en plus droitière des idées développées par les dirigeants du parti. Les fédéralistes, quant à eux, vont peu à peu s'effacer du débat, certains d'entre eux s'engageant même dans la lutte contre le fascisme. Alors, 3 idées sont mises en avant par les chefs du PNB. 1. La Bretagne est une nation et doit devenir indépendante. 2. Le peuple doit être dirigé par une élite, donc le culte du chef. 3. L'idéologie à combattre est le communisme. Il n'est donc pas étonnant que très vite, les chefs vont se sentir attirés par l'Allemagne nazie. Olivier Mordrel déclare d'ailleurs « Nous sympathisons avec le racisme allemand. » Ce sont les chefs, Mordrel, de Beauvais, Lenné, qui prennent les contacts avec les Allemands. Cependant, certains jeunes iront séjourner outre-Rhin. Les Allemands, quant à eux, à l'exception de quelques savants en langue bretonne ou en études celtiques, les Allemands pensent surtout que c'est un moyen d'affaiblir la France. Un autre pays est très présent dans les publications du PNB. Ce pays, c'est bien sûr l'Irlande. Certains jeunes, tels Maëven, iront même en Irlande pour y rencontrer l'IRA et mettre sur pied une armée secrète. 2 actions spectaculaires vont attirer l'attention sur le mouvement breton à cette époque. Les 2 auront lieu en 1932. La première est l'explosion du monument dit de la honte à Rennes. Quant à la seconde, c'est le déboulonnage de la voie ferrée à Ingrande lors de la visite du président de la République pour le 500e anniversaire du rattachement de la Bretagne à la France. Ces 2 actions sont l'œuvre de Célestin Lenné. Ce même Célestin Lenné qui va créer le Cadervern, le sillon de combat, embryon d'une future armée bretonne. En août 1939, Mordrel et de Beauvais s'enfuient en Allemagne. Le PNB est dissous et les 2 hommes seront condamnés à mort en mai 1940. Lenné, quant à lui, rejoint son régime. En mai 40, la France est écrasée. Les Allemands vont permettre à de Beauvais et Mordrel de regrouper les prisonniers bretons volontaires pour constituer un embryon d'armée. Quelques centaines acceptent, sur 60 000. Mais dès qu'ils sont revenus en Bretagne, ils se dépêchent de regagner leur foyer. Ils ont vu dans cette opération l'occasion de revenir chez eux. Les Allemands se rendent vite compte que la population ne suit pas. Ils décident donc d'abandonner l'idée d'un territoire autonome, d'une nation autonome, mais ils continueront cependant à aider et financer le mouvement, car pour eux, c'est une occasion d'affaiblir Vichy. Le 3 juillet 1940, dans la cour du château des Rohan à Pontivy, a lieu la formation du CNB, le Comité national breton, qui aurait dû être le gouvernement provisoire du futur État autonome. Une centaine de personnes y assistent, dont 40 prisonniers environ, et ils sont bientôt pris à partie par les Pontiviens. Le 14 juillet de la même année, paraît l'Heure bretonne, l'hebdomadaire du PNB. Ce journal est pro-allemand, raciste, antisémite et très critique vis-à-vis de Vichy. Décembre 1940, le CNB disparaît et le PNB est recréé. Mais de Beauvais et Mordrel sont écartés et c'est Raymond Delaporte qui devient le chef du parti.
Début 41, sont fondés les Bagadou Sturm, confiés à Jan Goulet, mi-service d'ordre, mi-armée, mais non armés. Certains d'entre eux rejoindront l'aîné par la suite, alors que d'autres s'y refuseront absolument. Les Bagadou Sturm adoptent une théâtrologie fasciste avec défilés, uniformes, saluts. On peut se poser bien sûr la question de savoir le nombre d'adhérents au PNB. Certains chercheurs avancent le nombre de 2000, dont 300 auraient été actifs véritablement. Inutile de dire qu'à partir de 1943, ce nombre va dégringoler. Suite aux premières défaites allemandes, à la résistance qui devient de plus en plus active et aux piètres résultats obtenus par la ligne de la Porte. De plus, des militants sont assassinés. Citons par exemple Yann Brickler à Quimper, mais aussi l'abbé Perrotte, qui, s'il n'a jamais été membre du PNB, en était cependant assez proche. Et comme la situation n'est pas encore assez compliquée, un deuxième PNB se crée autour de l'aîné. Ce même l'aîné qui va créer le Bézen Perrotte, un groupe de 60 à 80 personnes sous uniforme allemand qui vont collaborer avec ceux-ci pour traquer les résistants. En août 1944, les Gours s'enfuient en Allemagne, les personnalités les plus en vue du mouvement breton également. Bon nombre d'entre eux s'enfuiront en Irlande, certains resteront en Allemagne, Mordrel s'exilera en Argentine. On connaît la phrase de De Gaulle. Si les autonomistes ont trahi, ils seront punis pour trahison. S'ils ont été autonomistes sans avoir trahi, c'est une autre histoire. À la Libération, les membres du Bézen Perrotte sont activement recherchés. Une vingtaine d'entre eux seront jugés, 2 seront fusillés, et les autres condamnés entre 10 et 20 ans de prison, peines qui seront souvent commuées et ramenées à 4-5 ans d'internement. 3 collaborateurs du commando de Landerneau seront également fusillés. Enfin, Marcel Guillès sera le seul responsable qui sera jugé lors du procès de l'Heure bretonne et du PNB. Il sera condamné, vu son grand âge, à 5 ans de prison. Mordrel et l'aîné seront condamnés à mort, de la Porte à 20 ans de prison et Repart-Sémon à 10 ans d'indignité nationale. Il faut aussi signaler que plusieurs dizaines de nationalistes ont été exécutés par la résistance sur 600 au total. Tous n'étaient pas compromis, mais cette justice expéditive répondait aux violences et aux dénonciations de certains nationalistes. Certaines personnes ont été inquiétées à tort, et des militants de base n'ont pas dû être tranquilles pendant un certain temps. Mais, dans l'ensemble, il ne paraît pas que les nationalistes bretons aient été plus sévèrement punis que ceux des autres mouvements collaborationnistes. Un peu moins peut-être, au vu du jeune âge de certains. Il faut aussi signaler que des militants bretons se sont engagés dans la résistance. Citons par exemple le groupe Liberté à Saint-Nazaire, le maquis Blaine-Mort et le mouvement Sao-Braise dans l'entourage du général de Gaulle en Angleterre. Et pourtant, pendant des années, toute intervention, toute demande en faveur de la Bretagne sera considérée avec beaucoup de méfiance. Ce qui explique que les militants bretons à cette période n'interviendront qu'au niveau culturel. Et paradoxalement, c'est à cette même époque que l'on va assister à la création de très nombreux groupes de musique et de danse
de bagadous et de cercles celtiques. Au terme de ce bref exposé sur le mouvement breton entre les deux guerres mondiales, 3 faits sont à souligner. Le premier, les effectifs des militants sont toujours restés faibles. Le second, les chefs, les dirigeants ont toujours été assez éloignés de la population, par ignorance, par méfiance, mais il ne pouvait ainsi y avoir une véritable assise pour ce mouvement. Et enfin, un mouvement collaborationniste pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps discrédité toute revendication bretonne par la suite. En fait, 75 ans après, c'est toujours un passé qui passe mal. Si cet exposé vous a apporté quelques connaissances, n'oubliez pas que vous pouvez en avoir plein d'autres sur le site www.mooc.bcdh.